retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat a adopté cette nuit la PMA pour toutes, mais en limitant le remboursement au seul PMA médical. On va en parler avec le sénateur socialiste du Bas-Rhin, Jacques Bigot. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis cette semaine, nous suivons la campagne des municipales en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous allons aller en Ardèche suivre un très jeune candidat. Vous allez le voir. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera de ce palmarès des villes les mieux gérées, palmarès publié par Le Point. C'est la fondation IFRAP qui a étudié les comptes des 80 premières villes de France. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 23 janvier. La tempête Gloria frappe le sud-ouest de la France, l'Aude et les Pyrénées-Orientales en alerte rouge, inondation et risque de crue. 1500 personnes ont été évacuées de manière préventive face à la montée des fleuves. Ce matin, 23 000 foyers sont privés d'électricité dans les Pyrénées-Orientales. Le Sénat poursuit ses auditions sur la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Aujourd'hui, c'est au tour du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises d'être auditionné par les sénateurs. Et puis des retraites au flambeau prévues aujourd'hui dans plusieurs villes de France pour protester contre la réforme des retraites. C'est demain que sera présenté le texte en Conseil des ministres. Une journée noire est donc à prévoir demain dans les transports. Et on débute avec le sénateur du jour élu du Bas-Rhin, siège dans le groupe socialiste. Bonjour Jacques Bigot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler de ce vote du Sénat, vote qui a eu lieu hier soir. La PMA pour toutes adoptée donc par les sénateurs, 160 voix pour, 116 contre. Est-ce que vous pensiez que le vote serait aussi large ? C'est vrai qu'on avait un avis de la commission spéciale qui était plutôt favorable, qui a été hostile à la suppression, 18 voix contre 14, vous sentez que c'était serré. Et puis il y a une vraie mobilisation d'une partie des Républicains qui est très hostile à tous ces systèmes de procréation médicale assistée et qui voulait freiner des cas de fer. Donc effectivement, d'abord, on a obtenu dans la nuit de mardi à mercredi que l'article 1er ne soit pas supprimé. Et puis hier, tout au long de l'après-midi et tout au long de la soirée, il y a eu des tentatives pour réduire la portée de cet article 1er. Malgré cela, notre groupe l'a voté et je pense que heureusement que nous l'avons voté parce que si nous ne l'avions pas voté, il n'aurait pas été adopté. Donc on espère que le travail avec l'Assemblée nationale et en deuxième lecture fera un peu améliorer ce texte. Un peu améliorer, c'est-à-dire dans quel sens ? Deux sens importants quand même. C'est d'abord le remboursement, la prise en charge par la sécurité sociale de manière générale de l'assistance médicale à la procréation. Le refus de cette notion d'infertilité d'un couple, ça ne veut rien dire, puisque l'infertilité, elle est constatée simplement par le fait que, au bout d'un certain temps et de tous les essais, il n'y a pas d'enfant. Et puis parfois, vous avez des cas où, après une grossesse assistée, vous allez avoir une grossesse naturelle. On est dans la psychologie humaine, dans le fonctionnement des neurones, etc. Donc, il n'y a pas de science exacte. Donc, dire que l'assistance médicale à la procréation ne peut être remboursée que pour des raisons médicales constatées, c'est faux. Et bien évidemment, c'est l'argument pour dire un couple de femmes ne peut pas prétendre que c'est un problème médical, c'est un problème structurel, évidemment. Philippe Bas, qui est le président de la commission des lois ici au Sénat, il dit que l'assurance maladie n'est pas la vache à lait des politiques gouvernementales. Je pense que l'idée de Philippe Bas, de M. Retailleau, etc., c'est bien effectivement de s'opposer au maximum à ces techniques nouvelles de procréation pour rester sur le schéma le plus ancien. La famille, on a bien vu en même temps que nous étions dans l'hémicycle des manifestations devant le Sénat pour dire le droit au père, la parentalité. On a une évolution des familles qui est telle aujourd'hui qu'il faut tenir compte de ces évolutions-là. Mais pour vous, ne pas voter le remboursement total, c'est espérer que la PMA pour toutes soit limitée et donc c'est une manière de ne pas trop la mettre en œuvre, c'est ça que vous pensez de la part de la droite ? D'abord, soyons clairs, le nombre d'enfants produits par assistance médicale à la procréation entre deux femmes est quand même l'exception. Bon, ce qu'on a aujourd'hui dans la réalité de notre loi bioéthique, ce n'était pas possible en France. Résultat, dans des pays européens
comme la Belgique, l'Espagne qui est même une terre du catholicisme aussi importante que la France, c'est autorisé et les femmes françaises vont de l'autre côté des frontières. C'est les femmes qui ont les moyens. Et celles qui n'ont pas les moyens, eh ben, elles ne peuvent pas obtenir ça. Et le risque qu'elles ont, comme l'a dit hier la ministre, c'est que elles vont trouver des voies naturelles avec des gens de passage pour espérer avoir un jour un enfant. Elles se mettent en danger, elles ne sont pas protégées médicalement. Donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Et l'assistance médicale, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui va coûter le plus cher, c'est l'accompagnement de la grossesse, c'est les indemnités journalières. Et tout ça sera pris en charge parce qu'il y a une grossesse qui est réelle. Donc je crois que franchement, on a bien senti que c'est un débat de repli pour bien montrer que l'hostilité existait au sein du Sénat. Elle peut exister, elle n'est pas majoritaire, heureusement. Et donc le Sénat va de ce point de vue-là maintenant travailler sur les autres aspects de la loi bioéthique sur lesquels nous avons été plus en avant que l'Assemblée nationale. On va en parler, hein, mais pour finir sur la PMA, les opposants au texte, hein, dont Bruno Retailleau, craignent que cette PMA pour toutes, elle entraîne une marchandisation du corps via la GPA. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à la GPA ou pas ? On ne peut pas être favorable à la GPA en l'état parce que la GPA suppose effectivement qu'une femme porte l'enfant. Or, c'est la mise à disposition d'une corps d'une femme. Ne raconte pas d'histoire, on a tous les risques que même si on dit symboliquement, c'est bénévolement, c'est gratuitement, le risque d'indemnisation, quelles sont les femmes qui vont accepter bénévolement de porter un enfant pendant 9 mois, de subir toutes les difficultés de la grossesse à titre gratuit, ça peut arriver dans des relations très familiales, mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même effectivement des femmes qui sont indemnisées, pas forcément très riches, mais des femmes qui sont indemnisées pour permettre cette GPA. Donc oui, c'est hostile parce que la France, et je crois que c'est une de nos valeurs, de dire tout est gratuit. Le don du sang est gratuit, le don d'organes est gratuit, il y a une gratuité. Mais comment vous pouvez être sûr que ce texte n'est pas un premier pas vers la GPA ? Mais je pense qu'il ne peut pas être un premier pas vers la GPA. Pour que la GPA soit possible, il faudra qu'on revienne vers le législateur, que le législateur l'autorise. Un autre problème que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est celui de la situation de ces enfants nés dans d'autres pays à l'égard de l'état civil. Ils vivent avec 2 hommes. L'un est le père légitime, celui qui effectivement, grâce au sperme duquel l'enfant a pu naître, et puis l'autre pas. Et puis ils vivent ensemble. À un moment donné, il faut pouvoir constater cette situation. Est-ce qu'il faut le faire par la voie de l'adoption, simplement, ou est-ce qu'on peut le faire par la transcription de l'acte d'état civil établi par le pays étranger ? Mais vous, quelle est votre position là-dessus ? Nous, on constate que la Cour de cassation vient, après des débats, après des décisions plus haut niveau, assemblée plénière, de dire dans un arrêt renouvelé du 18 décembre, l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à nos conventions internationales, droits de l'homme et droits des enfants, c'est qu'il est la réalité de sa vie quotidienne. Imaginez... Donc oui, il y a une transcription. Une transcription. Imaginez un enfant qui vit comme ça avec 2 hommes, qui crée des relations avec ces 2 hommes, et puis un jour, ces 2 hommes se séparent. L'enfant a 10 ans. Celui qui n'est pas son père, qui n'est que le père d'intention non accepté en France, n'a plus de droit et l'enfant est dans une rupture. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que l'on fait de nos enfants aujourd'hui dans des situations familiales qui sont de plus en plus compliquées. Le temps de la famille légitime, dans le mariage, est largement terminé. Il est depuis 1972. Et donc, il faut accepter cette évolution de la société. Allez, on va parler d'un autre point de ce texte. Ça concerne toujours la PMA, mais c'est la PMA post-mortem. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Jacques Bigot. La PMA pour toutes a donc été adoptée hier, mais dans l'hémicycle, eh bien, on se demandait s'il fallait autoriser ou non la PMA post-mortem. Plus de 2 heures de débat pour une dizaine d'amendements. La PMA post-mortem, un sujet qui divise profondément l'hémicycle. Alors, PMA post-mortem, de quoi parle-t-on ? Il s'agit de savoir s'il faut permettre ou non à une femme de continuer un projet de PMA déjà engagé après le décès de son conjoint. En clair, il s'agit d'un cas rare, une veuve qui souhaite par exemple se faire implanter des embryons conçus lorsque son époux était encore vivant. Ce genre d'hypothèse se compterait sur les doigts d'une seule main, mais les sénateurs en ont débattu avec passion hier. Au mois d'octobre, l'Assemblée nationale a rejeté de justesse une telle possibilité lors de l'examen du texte. La mesure ne figurait d'ailleurs pas dans le projet initial de loi bioéthique du gouvernement. Au Sénat, certains sénateurs de gauche, notamment, y sont favorables. L'argument est simple. Si vous autorisez la PMA pour toutes, les femmes seules, les femmes célibataires
peuvent désormais y avoir recours. Or, Oriane, qu'est-ce qu'une veuve si ce n'est une femme seule? Cette veuve pourrait donc avoir recours à des gamètes issus d'un tiers donneur, mais pas à ceux de son mari défunt. Absurdité selon certains sénateurs. Écoutez l'argument d'une sénatrice de droite, Catherine Procaccia, qui a déposé un amendement et qui défend la PMA post-mortem. Écoutez. Aberration de situation avec une femme veuve qui, elle, ne pouvait pas, dans l'état actuel, se faire réimplanter, je dis bien un embryon, et non pas des gamètes et procéder à une fécondation. Donc mon amendement est beaucoup plus circonscrit, puisqu'il s'agit d'embryons déjà conçus, où, après avoir discuté avec des notaires, effectivement, il n'y a aucun problème juridique par rapport à l'enfant et par rapport à l'héritage. Et si le gouvernement est ferme sur ce point, il est opposé à la PMA post-mortem. Oui, le gouvernement n'en démord pas. Il existe un risque pour l'enfant, mais aussi pour la personne en deuil, pour la veuve. Des risques notamment sociaux et psychologiques. Agnès Buzyn a tenu à faire la distinction hier entre veuve et femme seule ou célibataire. Écoutez. Je pense qu'une femme seule, et j'en ai auditionné énormément, qui construisent un projet parental dans l'AMP pour les femmes célibataires, est une femme qui a mûrement réfléchi le fait d'accueillir un enfant seul, qui a construit un référentiel souvent familial avec une altérité paternelle dans des oncles, des amis, qui a construit une forme de nidation dédiée à ce projet parental seul. Voilà, ce qui n'est donc pas le cas de la veuve, selon Agnès Buzyn. La PMA post-mortem a été rejetée de justesse à 5 petites voix près. Rappelons que la PMA post-mortem est autorisée dans une vingtaine de pays, notamment en Belgique, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. Jacques Bigot, vous êtes, je crois, en faveur de cette PMA post-mortem. Vous regrettez ce vote d'hier? Moi, je ne suis pas en faveur ou pas. Je pense qu'à un moment donné, le législateur doit laisser la liberté aux gens. On a aujourd'hui une situation d'une femme qui veut absolument pouvoir implanter un embryon. Elle était dans un projet parental, son mari décède de leucémie, il souhaitait ça, elle souhaitait ça, c'était l'accord du couple. Et cette femme est en train de se battre devant le Conseil d'État pour obtenir qu'on lui donne l'embryon, qu'elle puisse l'amener en Espagne et se le faire implanter en Espagne. Je comprends tout ce que disent, et je l'ai dit moi dans l'hémicycle, je ne suis pas sûr que si j'étais en face d'une femme dans cette situation, je lui dirais allez jusqu'au bout, vous allez avoir un orphelin. On peut comprendre cet argument, mais est-ce qu'il appartient au législateur de l'interdire? L'éthique, c'est essentiellement de dire est-ce qu'on accepte la PMA, est-ce qu'on ne l'accepte pas? Une fois qu'on l'a acceptée, on est dans l'intime. Le législateur doit-il interdire ou autoriser cette situation? On est dans ces situations rares. Le vrai problème, c'est quelle est la limite du pouvoir du législateur. Mais est-ce qu'il y a un risque pour l'enfant, comme le dit notamment Agnès Buzyn, selon vous? Il n'y a pas plus de risque pour cet enfant que pour l'enfant conçu normalement par un couple, dont le mari décède et la femme va au bout de la grossesse. On peut même penser qu'une femme qui serait qu'au début de sa grossesse ne va pas forcément penser à un IGV parce que le père est décédé. Elle ira peut-être jusqu'au bout de son projet. Vous dites que c'est contradictoire de la part du gouvernement d'autoriser, de défendre la PMA pour toutes, mais d'interdire la PMA post-mortem? Et puis il y a des situations qui sont terribles, dont on a des témoignages de femmes qui étaient dans ce projet et auxquelles on vient dire votre embryon ne peut pas être implanté dans votre corps, vous ne pouvez pas aller au bout du projet parental, mais par contre il peut être donné à un autre couple. C'est terrible et dramatique, mais on est dans des situations extrêmement rares. Le vrai sujet, c'est de dire, est-ce que le législateur doit se substituer au couple pour décider pour le couple? Je pense qu'on est dans une société de la liberté de ce point de vue-là. On n'est pas à l'encontre des règles éthiques que la France veut se donner. On est dans un choix personnel. Je comprends la position de Mme Buzyn et sans doute qu'elle pourrait conseiller aux femmes de ne pas le faire. C'est son choix, je ne suis pas sûr, je ne ferai pas le même, mais comme législateur, je ne pense pas que j'ai à poser des interdictions. Un mot pour finir sur cette PMA, est-ce que vous avez subi des pressions de la part des anti-PMA? On a tous reçu des courriers, mais pas des pressions, c'est-à-dire qu'il est légitime, quand un texte vient devant le Parlement, que les personnes qui ont une opinion la fassent connaître. Nous sommes les représentants du peuple, nous devons entendre ce que les uns et les autres
nous disent pour décider. Nous n'avons pas qu'à statuer en fonction de notre intime conviction, mais en fonction de ce que nous pensons, de l'avenir de la société, de son évolution, etc. Donc vous n'avez pas ressenti ça comme une pression? Non, pas du tout. Un dernier mot sur le reste du texte, notamment les tests génétiques, les recherches. Quelle va être la position du groupe socialiste? On sait que le Sénat veut aller plus loin que l'Assemblée nationale et le gouvernement sur ces sujets. Mais nous avions déjà, à la suite des auditions que nous avons eues, auxquelles nous avons tous assisté, des rencontres qu'on a pu faire, nous avons proposé des amendements qui vont plus loin que ce que l'Assemblée nationale a mis dans son texte de loi. Et il s'est avéré que les rapporteurs, aussi bien Corinne Imbert qu'Olivier Henno, sont allés dans la même direction. Donc nous avons en fait voté les amendements des rapporteurs et nous sommes en phase de ce point de vue-là avec le projet de loi tel qu'il vient de la Commission. Allez, on continuera bien sûr à parler de ce texte, puisqu'il est examiné pendant 2 semaines au Sénat. On va parler d'un autre sujet, c'est la réforme des retraites. Et notamment les avocats qui sont mobilisés contre cette réforme des retraites. Vous avez interpellé Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, hier dans l'hémicycle, lors des questions d'actualité au gouvernement. On va écouter la réponse de la ministre et vous réagirez après. Sur la question précise que vous me posez, c'est-à-dire sur celle des retraites, je dois dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer les représentants nationaux des avocats. Je regrette la position de principe de refus de rentrer dans le régime universel des retraites. Je le regrette parce que ce régime universel est un régime, nous l'avons dit à plusieurs reprises, je ne le redétaille pas devant vous, un régime de justice sociale et c'est également un régime qui apporte des avantages pour les avocats eux-mêmes. Nous avons eu l'occasion de le leur dire. Un dernier point tout de même, je voudrais dire, monsieur le sénateur, que bien entendu, le droit de grève est un droit constitutionnel qui, en tant que tel, doit être respecté. Je regrette toutefois que ce droit de grève conduise parfois à des actions de blocage qui paralysent les juridictions et qui, in fine, portent tort à nos concitoyens qui viennent chercher la justice auprès de notre système. Qu'avez-vous pensé de la réponse de la ministre, Jacques Bigot? Mais elle n'est pas satisfaisante lorsque la ministre, au nom du gouvernement, vient dire « je ne comprends pas le refus ». Mais on est dans une position de refus du gouvernement d'écouter les situations. Alors on sait bien, le président de la République l'a dit, c'est un régime universel, je ne vais pas discuter avec chacun. Puis il a commencé à discuter avec chacun. Aujourd'hui, la question des avocats, c'est de dire « nous avons un régime autonome qui est excédentaire, qui reverse d'ailleurs de l'argent au régime général, on est convaincu qu'il y a une vraie solidarité, ce qui est d'ailleurs vrai. Il y a une garantie minimum, même si les avocats n'ont pas gagné beaucoup dans leur vie. Les plus riches payent pour les moins riches. Tout ça fonctionne. Pourquoi changer? Au nom du régime universel. Et donc, la discussion n'a pas lieu. Et ce que constate surtout le Conseil national des barreaux, c'est que toutes les simulations conduisent à dire que les avocats, et notamment les jeunes, vont payer le double, souvent, de cotisations. Ils payent l'intégralité de la cotisation de retraite. Il n'y a pas d'employeur, donc ils payent tout. Ils vont payer le double de ce qu'ils payent aujourd'hui et ils auront une retraite moindre. Et alors, on sort des simulations qui sont complètement folles. J'ai vu une simulation dans laquelle on dit, voilà, un jeune avocat de 23 ans gagne 40 000 euros par mois. Voilà quelle sera sa retraite grâce à une retraite à points. C'est faux. On ne démarre pas à 23 ans dans la profession. Aujourd'hui, compte tenu des études, on démarre plutôt à 26, 27. Et on ne gagne pas tout de suite 40 000 euros. Et ce que nous avons surtout, moi j'ai vu tous ces nombreux avocats lors des audiences solennelles de rentrée des cours d'appel ou des juridictions, qui sont essentiellement des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui sont très inquiets sur leur avenir. Et moi je suis inquiet pour l'avenir global de la profession, parce que c'est ces jeunes-là qui font les missions d'assistance en aide juridictionnelle, les missions de commission d'office. Il y a plein de domaines dans lesquels on dit le droit de la défense fait qu'on peut avoir un avocat en garde à vue. La Cour européenne des droits de l'homme nous l'a dit. Mais quelle est l'indemnité qui est versée à un avocat lorsqu'il fait de telles assistances? Et ensuite, on va lui demander en plus de payer des charges très lourdes. Un jour, ces jeunes qui font des études longues, qui réussissent des concours difficiles, ils vont renoncer à cette profession où ils ne font faire que avocat d'affaires, c'est-à-dire là où il y a de l'argent qui rentre, et puis ils vont renoncer à être les auxiliaires de justice dont la justice a besoin. C'est pour ça que j'ai dit à la ministre... Vous êtes avocat, on le précise, mais il y a d'autres professions qui sont annoncées perdantes par ce régime universel. Je pense notamment aux professeurs, aux enseignants. Pourquoi il faudrait faire une exception pour les avocats? Moi, j'ai surtout demandé à la ministre ce qu'elle s'était engagée à propos justement de ces commissions d'office, l'aide juridictionnelle, etc. En octobre
2018 lors de la loi sur la réforme de la justice, c'est-à-dire je rencontrerai les avocats, je travaillerai sur ce sujet avec eux et on aura un résultat en mai-juin 2019. On n'a rien vu venir, le barreau n'a pas eu d'entretien sur ces sujets avec la ministre. Alors elle annonce des conclusions ce soir, Nicole Belloubet, à l'issue de sa rencontre avec les avocats. Elle pense qu'il y aura une solution satisfaisante. C'est quoi une solution satisfaisante pour vous ? En l'état des discussions que j'ai pu avoir avec la présidente du Conseil national des barreaux, on ne voit pas comment il peut y avoir de discussions favorables. Et le vrai sujet, c'est, elle l'a dit d'ailleurs au début de son intervention hier, le vrai sujet, c'est comment faire en sorte qu'on n'arrive pas à cette grave précarisation qui fera qu'un jour, et ce que je lui ai dit en terminant, c'est l'état de droit qu'il faut défendre avant de défendre une profession. Ensuite, que la profession trouve des solutions, peut-être qu'il y en aura, mais pourquoi se précipiter ? Pourquoi se précipiter au nom de cette loi qui va passer aujourd'hui en Conseil des ministres pour dire on veut un régime universel, donc suppression des régimes autonomes, que l'on travaille sur les évolutions. Alors, qu'on avance avec les salariés sur le régime universel, qu'on travaille mieux sur ce que attend tout le monde. Moi, je crains, vendredi, il y aura 2 nouvelles manifestations. Je crains que cela reprenne parce que le gouvernement pense qu'il peut passer une réforme avec un entêtement. Et cet entêtement, il existe aussi à l'égard de ses avocats, sans qu'on se préoccupe globalement de la situation d'une profession. Et on précise que Nicole Belloubet sera sur ce plateau demain à 8h. On verra ce qu'elle répond sur cette grève des avocats. Comme tous les jours, Jacques Bigot, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Mulhouse, retrouver nos partenaires de l'Alsace. Bonjour Dominique Banvart, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'Alsace. Et aujourd'hui, dans l'Alsace, un dossier sur le pillage des œuvres du musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse. Oui, bonjour Oriane. Oui, en effet, aujourd'hui, nous publions une enquête sur une histoire incroyable. C'est un livre qui paraît sur cette affaire qui nous permet de prendre aujourd'hui la mesure du désastre un peu patrimonial et humain qui a frappé ce musée mulhousien. Alors, il faut se rappeler que le musée d'impression sur étoffe est un lieu de mémoire collective ici à Mulhouse, attaché au patrimoine industriel et textile de cette ville. C'est son histoire, celle de son essor industriel au XIXe siècle, et qui a notamment fait que Mulhouse était surnommée alors la Manchester française. Et l'auteur du livre, c'est Pierre Freiburger. C'est un ancien adjoint maire socialiste, petit-fils lui-même d'un ouvrier du textile, et qui a essayé de reconstituer cette trame de ce qu'on peut qualifier vraiment de pillage des collections du musée d'impression sur étoffe. Alors, toute l'affaire s'était déclenchée un peu en avril 2008, lorsque la célèbre maison de vente Sotheby est sollicitée pour la mise aux enchères de 2 vases galets qui appartiennent manifestement au musée français. C'est à partir de ce moment-là que le couvercle de la boîte de Pandore se soulève un peu plus. Très vite, on se rend compte que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et que de très nombreux objets de la collection ont disparu au fil des ans. En 2009, le fonds du musée était, par exemple, estimé à plus de 1400 livres d'échantillons. Il a été amputé, semble-t-il, de plus de 800 ouvrages, sans compter la disparition de dessins, foulards Hermès, gouaches, empreintes, une richesse inestimable et en principe inaliénable. C'est une catastrophe pour ce musée de l'impression sur étoffe. C'était le fleuron mondial au niveau textile où les plus grandes maisons de haute couture venaient s'inspirer, comme Kenzo, Yves Saint Laurent, Hermès, venant du Japon, etc. Voilà un peu l'état des lieux que dresse Pierre Freiburger qui surprendra sûrement plus d'un lecteur. Alors, on a compris l'importance de ce musée pour la ville de Mulhouse. Quel sera l'avenir de ce musée ? Alors déjà, au niveau judiciaire, il faut quand même signaler que des plaintes ont été déposées. L'ancien délégué à la conservation a été mis en examen en avril 2018 pour vol et escroquerie. Et l'ancien directeur du musée est étrangement décédé en tombant d'une échelle dans le musée. Voilà. Mais c'est une vraie filière que décrit Pierre Freiburger dans son livre, avec des relais aux États-Unis et légitimement une responsabilité engagée des acteurs gravitant dans et autour du musée, les administrateurs, les élus, le ministère de la Culture. Alors aujourd'hui, une directrice scientifique a été nommée. Le récollement des œuvres, c'est-à-dire l'inventaire un peu de ce qui reste, est en cours. Et le musée espère bien rebondir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, avec tout le patrimoine, toute la richesse qui a disparu, le musée n'est pas indemne. Et l'enquête que nous publions, ainsi que les extraits du livre, permettront de prendre la mesure de cet extraordinaire pillage. Un mot, Dominique, sur les municipales. À 2 mois du premier tour, on en est de la campagne municipale à Mulhouse. Alors pour l'instant, la campagne municipale, elle est bien lancée. On a pour l'heure 6 candidats
qui se sont déclarées, dont 4 femmes. Alors l'originalité, c'est que ces 4 femmes sont issues de la même majorité initiale actuelle. Parmi elles, la maire sortante, Michèle Lutz, les Républicains, elle a été élue en cours de mandat lorsque l'ancien maire élu, lui, la dernière fois, Jean Rotner, est devenu président de la région Grand Est. Elle repart en tandem d'ailleurs avec ce dernier, mais aussi avec une équipe largement dispersée, puisque d'anciennes colistières sont également sur les rangs. Notamment Lara Millon, ancienne adjointe, mais également vice-présidente du conseil départemental, soutenue par La République En Marche, et qui a rallié avec elle des élus centristes, mais aussi d'anciens élus PS. En face, Fatima Yen, une autre macroniste, et Christelle Ritz, qui, pour le Rassemblement national, est aussi issue de l'ancienne équipe de Jean Rotner. Face à elle, aujourd'hui, 2 hommes, Loïc Miniri, un écologiste qui rassemble jusqu'aux mélenchonistes, et une liste toute ouvrière menée par Julien Vostine qui vient de s'annoncer hier. Voilà. Donc, voilà. Un des enjeux, ce sera certainement aussi les relations entre la ville-centre et l'agglomération, relations qui aujourd'hui sont très tendues et qui ne seront pas sans conséquence, je pense, sur le résultat de l'élection. Merci beaucoup Dominique Banvart. On va revoir la une de l'Alsace aujourd'hui. Enquête sur un pillage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de Mulhouse. On va rester en Alsace. On va regarder ensemble la revue de presse du côté du département du Bas-Rhin. C'est Steve Jourdain qui revient. Et votre revue de presse, Jacques Bigon, on commence, Steve, ce matin avec la bataille des municipales à Strasbourg cette fois. Oui, la bataille est lancée, Oriane. Tout le monde veut la place de Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui n'est pas candidat à sa réélection. Dernière candidature en date, celle de Kevin Loquet, 29 ans, militant France Insoumise. Il est tête de liste de Strasbourg en commun. Strasbourg en commun, c'est une alliance de la gauche pour incarner le changement, nous dit le quotidien 20 minutes, Oriane. Et campagne électorale toujours en Alsace, la coopération franco-allemande, c'est un vrai enjeu politique. Oui, 2 communes, Sels et Rhino, qui regardent de l'autre côté du Rhin. Selon France Bleu, la mairie de Sels a par exemple lancé un projet de restauration et de modernisation des 2 berges du fleuve en coopération avec une mairie allemande. La commune de Rhino va même plus loin, puisque certains agriculteurs de la commune exploitent des champs, utilisent la forêt et recueillent même du bois sur le pré-carré alsacien. Côté allemand, la coopération franco-allemande se porte plutôt bien en Alsace, Oriane. Et on termine avec la ville de Jacques Bigot, Illkirch-Grafenstaden, c'est où il y a une alliance pour détrôner le PS. Oui, les dernières nouvelles d'Alsace qui fait sa une sur le nouveau coronavirus chinois qui inquiète la planète. Mais le quotidien se penche aussi sur les élections municipales. 2e tentative pour Thibaut Philips après son échec au municipal de 2014. Thibaut Philips est adhérent du parti Les Républicains, mais il est aussi soutenu par le MoDem et La République En Marche, une candidature qui a donc été triplement adoubée par la droite. Objectif, prendre la place, monsieur le sénateur, de votre ancien adjoint Claude Froley, l'actuel maire de la ville. Vous n'êtes pas candidat, vous allez vous impliquer dans la campagne ? Je vais bien évidemment soutenir mon premier adjoint qui est candidat, et d'autant plus qu'il repart avec une partie de l'équipe rajeunie, et puis avec de nouveaux éléments. Je suis très curieux de tout ça, parce que vous savez, La République En Marche ne tient plus ses gens. Donc on l'a bien vu à Mulhouse, une candidate En Marche d'un côté, une candidate En Marche de l'autre. À Illkirch, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui était un des marcheurs de la première heure qui vient rejoindre le Républicain, mais je sais qu'avec Claude Froley, il y a aussi un marcheur de gauche qui sera sur la liste de Claude Froley. Donc tout ça fait qu'effectivement, ces élections municipales vont être très compliquées. Et on sent bien que se refont petit à petit dans le pays la gauche et la droite. Il faut trouver, pour réformer la France, des consensus entre les partis traditionnels et des secteurs, mais on sent bien que ce mélange que voulait le président de la République ne tient pas sur le terrain. En tout cas, il y a des choses un peu curieuses. Mulhouse, Strasbourg sont des exemples. Strasbourg, justement, 20 secondes. Est-ce que le PS peut perdre la ville ? Le PS en l'état est complètement divisé, si vous voulez, puisque vous avez le premier adjoint en maire qui était PS, qui a été du temps de Martine Aubry directeur des fédérations, a rejoint En Marche, et maintenant Fabienne Keller, qui fut l'adversaire de Roland Ries sur 2 mandats, soutient Alain Fontanel. Les écologistes avec qui on a géré
Monulis, ils sont annoncés avec un bon score, mais comme partout dans les métropoles. Et puis Mathieu Kahn, jeune adjoint au maire et candidat pour le Parti socialiste, avec le soutien, entre autres, de Catherine Trottmann. Donc on n'en sait rien, mais c'est l'éclatement de la situation strasbourgeoise, une fois de plus, mais comme à Mulhouse et comme partout, c'est ces éclatements qui vont nous surprendre. La crainte qu'on peut avoir, c'est dans ce mélange-là qu'il y ait une très très forte abstention. Eh bien, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Jacques Bigot. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait des questions d'actualité au gouvernement hier au Sénat, où Édouard Philippe s'est exprimé sur les actions menées par la CGT contre la réforme des retraites. Il répondait à une question du sénateur centriste Loïc Hervé. On regarde sa réponse. Violence de manifestants, répliques de forces de l'ordre épuisées, action coup de poing. Notre pays vit au rythme du risque d'une immobilisation qui suscite de vives inquiétudes des acteurs économiques, mais aussi la lassitude et la colère de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'apaiser ce climat, à la fois expression de la souffrance des Français, mais dont ils sont également les principales victimes. Quelles initiatives concrètes entendez-vous prendre pour que ce climat change et que la concorde nationale revienne ? Personne ici ne voudrait nier à quiconque le droit de manifester, mais nous voyons aussi des comportements violents, des blocages et parfois des actes qui, je vais le dire aussi simplement que je le pense, sont totalement opposés à l'esprit du service public, totalement illégaux et en vérité totalement inacceptables. Et qu'ils mènent directement à des sanctions. Il ne peut pas en être autrement. Le dialogue n'a jamais été rompu. Nous avons depuis longtemps discuté avec les organisations syndicales qui ont d'ailleurs toujours accepté de venir aux réunions et aux rendez-vous que nous organisions et qui ont travaillé avec nous, certaines assumant des désaccords complets sur l'objet de la réforme que nous préparons. Il est vrai que certaines refusent par principe la construction d'un système universel, que d'autres refusent par principe un système à points, mais il y a des organisations syndicales, et pas les plus négligeables d'entre elles, qui pensent qu'au contraire, un système universel par répartition et par points est un bon système, peut constituer à la fois un progrès social et un élément de solidité du système de pension, et nous travaillons avec l'ensemble des organisations syndicales dans un esprit, je le dis, je l'assume, de confiance et de respect. Autrement dit, la solution, c'est la responsabilité individuelle, l'engagement collectif, jamais l'inaction et la discussion autant que possible. Et l'invité politique, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la CGT. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. Demain, journée décisive pour la réforme des retraites. Elle est présentée en Conseil des ministres. Une nouvelle journée d'action est annoncée. L'intersyndicale s'est réunie hier soir pour décider de la suite de la mobilisation. Qu'avez-vous décidé ? Écoutez, pour l'instant, vous l'avez dit, l'enjeu, c'est de la réussite de la journée de mobilisation de demain, qui est la suite de toute une série de mobilisations qui ont eu lieu cette semaine. Et donc, une nouvelle réunion aura lieu vendredi pour décider de la suite. En tout cas, nous sommes déterminés. Mais vous avez décidé de rien décider hier, en tout cas, pour le moment. Donc, je vous répète, on a décidé de mettre le paquet, si je puis dire, sur la journée de vendredi et de nous revoir vendredi, justement, au moment de cette journée, pour décider des suites. Et je vous le répète, la CGT est bien déterminée, en fonction de la position du gouvernement, à prolonger ces journées d'action qui restent majoritaires dans le pays, tant par la puissance des mouvements qui existent que par le soutien de l'opinion publique. Philippe Martinez, avec cette journée de mobilisation, c'est qui tout double ? Non, c'est un moment important, évidemment, puisque c'est la présentation du projet de loi au Conseil des ministres, mais ce n'est pas du tout qui tout double. Je peux vous dire que j'étais hier à Gravelines, une centrale qui est en grève reconductible. La détermination, elle est importante et le nombre de grévistes est très majoritaire. Donc, vous voyez, quand on a raison face à une réforme dont plus personne au gouvernement n'est capable d'expliquer qu'elle est juste et simple, eh bien, la détermination, elle ne faillit pas. Mais vous êtes décidé, on entend votre détermination, hein, on la connaît, à poursuivre de nouvelles formes d'action. Vous nous dites, mais sous quelle forme ? Sous quelle forme l'action ? De nouvelles journées d'action. Sous quelle forme ?
Mobilisation, manifestation, grève. Ce soir, dans de nombreuses villes en France et villages, il y aura des retraites au flambeau. Vous voyez, il y a beaucoup d'imagination dans ce mouvement social qui peut être qualifié d'inédit et d'historique. Alors justement, les actions se multiplient. On a assisté à des coupures de courant ces derniers jours. Il y a 2 agents d'Enedis. Non, c'est pas ces derniers jours, des coupures de courant. Il y en a eu, vous m'en parliez déjà avant Noël. Bon, il y a 2 agents d'Enedis qui ont été placés en garde à vue. Est-ce que la CGT donne ses consignes de couper le courant? La CGT et le secrétaire général que je suis soutient tous ces mouvements, que ça soit clair. Et il n'y a pas, vous avez peut-être vu des images de l'accueil très chaleureux que j'ai eu hier parmi les grévistes de Gravelines, donc il n'y a pas de problème entre la base et le secrétaire général. La question qui est posée aujourd'hui, c'est il est où le problème? Il est où le problème? C'est que depuis maintenant près de 2 ans et demi, le gouvernement nous explique qu'il présente un projet simple et juste. Et depuis 2 ans et demi, non seulement l'opinion publique ne s'est pas renversée, comme certains aimeraient le dire, mais elle s'est renforcée. Personne ne comprend rien à cette réforme. Ou si ce n'est qu'on va travailler plus longtemps, 43 ans ou plus. C'est ça la justice. On va revenir sur la réforme. Oui, non, mais j'aimerais bien, parce que le vrai problème, c'est ça. Pourquoi il y a des grèves? Pourquoi il y a des actions? C'est parce qu'on est face à une injustice que tout le monde a compris. Et donc, la responsabilité, et j'insiste là-dessus, c'est celle du gouvernement qui nous a présenté qui va nous présenter un projet de loi que personne ne comprend, personne, et où tout le monde mesure qu'on va travailler plus longtemps. Au-delà de 64 ans. Au-delà de 64 ans. On va revenir sur le fond, mais sur l'action et sur ces coupures d'électricité qui font beaucoup parler. Pour vous, il n'y a rien de répréhensible. Vous encouragez à continuer ces coupures d'électricité? Mais quand on n'est pas écouté au bout, eh bien, on passe à d'autres formes d'action. Mais la base, c'est des grévistes qui sont en grève dans les ports, dans l'énergie, à la SNCF, à la RATP, dans beaucoup d'entreprises du privé, et qui disent, eh bien, on est en grève, et donc... Donc vous dites tous les moyens sont bons, y compris ces coupures, et y compris d'autres moyens? Les coupures, je vous ai dit, les coupures, c'est dans la suite logique de ce qui se passe depuis plusieurs semaines. Mais je voudrais insister aussi, parce que quand il y a aussi des actions qui favorisent le passage en heure creuse, sur le prix de l'énergie, on en parle moins. Je ne sais pas si le Premier ministre s'est exprimé hier au Sénat sur cette question. On favorise aussi ces actions qui consistent à rétablir le courant à des citoyens qui ne sont pas victimes de coupures des grévistes, mais victimes d'opérateurs publics comme EDF, mais surtout privés, qui disent « vous ne pouvez plus payer ». On vous coupe le courant parce que vous avez dépassé votre seuil. Vous savez combien il y a de coupures de ce type dans l'année? 25% des citoyens, 25% sont coupés, pas par les grévistes, par les opérateurs. Et puis, il y a aussi le sens des responsabilités de ces agents du service public. Parce que contrairement à ce que dit le Premier ministre, ils ont le sens du service public. Eh bien, dans les Pyrénées-Orientales, les grévistes qui sont en charge de maintenir le courant, eh bien, ils suspendent leur grève pour aller aider les citoyens. C'est ça, 20 000 foyers sont c'est ça le sens des responsabilités, c'est ça la conscience du service public. Juste sur ces coupures d'électricité, vous parliez du Premier ministre qui a réagi. On a demandé hier à Elisabeth Borne, lors des questions d'actualité au gouvernement, de réagir à votre phrase. Vous dites que ce n'est pas de la délinquance. Alexandre Poussard a demandé sa réaction à Elisabeth Borne. On va l'écouter, on vous fait réagir juste après. Écoutez, moi je lis la loi qui effectivement condamne ces coupures. Donc quand on ne respecte pas la loi, on s'expose à des poursuites. Donc ce sont des propos irresponsables de la part de Philippe Martinez? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des cadres légaux pour exprimer ses désaccords. On peut exprimer son opinion dans les médias, son opinion au moment des élections, ses désaccords en manifestant, en faisant grève. Ensuite, quand on se place dans l'illégalité, d'abord, en l'occurrence, c'est dangereux. Je rappelle qu'on a par exemple beaucoup de nos concitoyens maintenant qui peuvent avoir une assistance respiratoire à domicile, qu'il y a des coupures qui interviennent dans des transports publics. Donc on peut effectivement mettre des usagers en difficulté. Donc c'est des actes graves et illégaux. Et dans ce cas-là, ça fait l'objet de poursuites. Philippe Martinez, que répondez-vous à Elisabeth Borne? Ça, c'est exactement la position du gouvernement qui, plutôt que d'écouter ce qui se passe dans le pays, autour d'un problème qui est leur projet,
jette de l'huile sur le feu. Et en rajoute d'ailleurs. Par exemple, dans les Landes, un député La République En Marche a accusé les grévistes d'avoir coupé l'électricité dans l'hôpital. Il y a eu des démentis de tout le monde, mais lui, il n'a pas retiré ses propos. Tout le monde sait que quand il y a des assistances respiratoires, il y a des solutions de ceux qui les utilisent pour pallier à des coupures de courant, parce qu'il y a aussi des coupures de courant, je vous l'ai dit, en dehors des grèves. Donc tout est prévu. Donc il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu. Le problème... Et pour vous, le gouvernement jette de l'huile sur le feu? Évidemment. Alors, Philippe Martinez, il y a eu un groupe de militants de la CGT qui a fait intrusion dans les locaux de la CFDT. C'est tendu. Est-ce que vous avez condamné, vous, à titre personnel ou au nom de la CGT, cette intrusion? J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Il y a eu un communiqué de la CGT. Donc moi, j'aimerais que maintenant qu'on parle de la raison de cette colère sociale. Non, mais vous vous êtes exprimé, mais qu'on comprenne bien, vous êtes exprimé à titre personnel ou la CGT, c'est la CGT, le syndicat, qui condamne cette action? Il y a eu un communiqué de la CGT, vous l'avez lu, vous pouvez le relire si vous voulez, et je me suis exprimé, et je suis le secrétaire général de la CGT. Par contre, j'insiste, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie les raisons de cette colère. Mais juste, est-ce que les personnes qui ont fait ça au siège de la CFDT, elles ont encore leur place à la CGT, puisque vous condamnez? Je ne sais pas qui c'est. Et vous le savez, vous? Non, mais si vous le savez, vous allez les exclure. Je ne sais pas qui c'est. Vous allez les exclure? Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous avez appelé Laurent Berger? Mais vous le savez, il l'a dit, je crois, sur il a dit sur notre antenne. Pourquoi revenir sur des choses que vous savez? Non, il a dit sur notre antenne, mais il a dit aussi qu'il allait porter plainte contre X, puisque lui non plus ne sait pas qui c'est. Est-ce que vous pourriez vous associer à cette plainte? Mais nous, on porte plainte quand il se passe des choses dans les locaux, contre les locaux de la CGT. Et vous le savez peut-être pas, mais nous sommes aussi victimes de menaces. Est-ce que vous avez reçu, vous, à titre personnel, des menaces? Bien sûr. Même si c'est... De quelle nature? On reçoit plus de soutien, de solidarité, notamment avec les caisses de solidarité. Je reçois aussi des lettres d'insultes, des lettres racistes, parce que ce climat malsain, il entraîne toutes les dérives, du style « sale espagnol, retourne dans ton pays ». Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont insupportables. J'ai reçu une lettre où il y avait un pétard dedans en me disant « on va te faire sauter ». Voilà. Mais ça fait partie de ce climat malsain. Et je pense que tous ceux qui jettent de l'huile sur le feu, comme ce député du Nord de La République En Marche, qui, lors des célébrations des assassinats de Charlie, compare les actions syndicales à du terrorisme, vous voyez ça, j'ai pas entendu le Premier ministre, j'ai pas entendu Madame Borne dire que c'était scandaleux de tenir ces propos. Est-ce que vous êtes débordé aujourd'hui par votre base? Franchement, j'aimerais bien qu'on parle de la réforme. On va en parler de la réforme, mais c'est vrai que la question se pose. Mais elle se pose par qui? Où vous avez vu... moi, je circule... On la pose, on a l'impression que les actions sont de plus en plus... Je vous l'ai dit, je circule très librement. Regardez les images Il y avait 400 personnes hier à Gravelines, devant une centrale nucléaire. Il y a des actions que vous condamnez, clairement, vous le dites. Est-ce que vous n'êtes pas débordé? Regardez comment j'ai aperçu et je me dépasse librement, je rencontre les militants librement. Il y a des débats dans la CGT, mais comme dans toute organisation démocratique, vous voyez, c'est pas une armée, la CGT, on discute, mais on est tous mobilisés contre un projet de loi injuste et pas simple du tout. Allez, on va parler de la réforme. On a bien compris la mobilisation sur la forme. Sur le fond, le texte arrive demain en Conseil des ministres. Il arrive à l'Assemblée nationale le 3 février pour un examen en commission. Sur le fond, de quelle manière vous allez peser durant ces débats parlementaires? Mais nous allons... pas que sur les débats parlementaires. Nous, on veut qu'on nous explique en quoi cette réforme est simple. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète? Alors, il y a eu une ministre, parce qu'il faut les écouter tous pour avoir à peu près une idée de ce qu'ils disent, qui nous dit c'est simple, il va falloir travailler 43 ans. Donc vous voyez que 43 ans pour des jeunes qui sortent de l'université, par exemple, à 24 ans, plus 43, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait 67 ans. C'est-à-dire qu'on va travailler plus longtemps. On a changé, pour des histoires de forme, l'âge pivot en âge d'équilibre, mais le fond du fond, c'est qu'on va travailler plus longtemps. On ne nous dit pas combien il faudra de points pour faire une carrière complète. Vous le savez, vous? Pourtant, vous êtes journaliste. On attend le texte. Pardon? On attend le texte. D'accord, mais pour l'instant, on nous a dit que c'était simple. Quelle sera la valeur du point? Vous le savez, vous? Voilà, c'est quand même ennuyeux que même vous
Nous, on peut nous dire qu'on est contre tout, on ne comprend rien, mais même vous qui êtes intelligent, eh bien, vous n'êtes... C'est vous qui avez été consulté, c'est vous qui rencontrez le gouvernement. Vous lisez, vous interviewez des ministres, me semble-t-il. Posez-leur la question. Donc, une réforme pas simple du tout, injuste, parce que quand on prend l'ensemble de la carrière, vous voyez, pour déterminer le niveau des pensions, évidemment, ça va baisser le niveau des pensions. Parce que nous, ce que nous proposons, parce que nous avons des propositions, c'est les 10 meilleures années. Vous savez bien que quand on prend les 10 meilleures années, forcément, on élimine les années difficiles qui peuvent être de la précarité, du chômage. Justement, c'est simple à comprendre ce qu'on propose. Est-ce que le fait qu'on ne connaisse pas tout sur ce texte et qu'on ne connaisse pas la valeur du point, finalement, c'est pas une bonne nouvelle pour les syndicats? Ça veut dire qu'il y a encore de la place pour le dialogue, pour la discussion, que tout n'est pas figé. Ça fait 2 ans et demi qu'on me dit ça. Que le Premier ministre dit, mais on discute. Ça fait 2 ans et demi qu'on pose les mêmes questions et qu'on n'a toujours pas de réponse. Et pourtant, c'est simple. Mais qu'est-ce que vous auriez dit si demain tout était figé dans le texte et s'il n'y avait plus de marge de manœuvre? Mais vous ne croyez pas qu'en 2 ans et demi, par exemple, sur la pénibilité, on nous dit « Ah, mais on verra ça plus tard ». C'est-à-dire que les députés et les sénateurs vont discuter d'un texte incomplet. On a déjà vu ça sous la 5e République. On peut l'améliorer, on peut amender, mais... il y a des trous entiers dans ce texte. Vous savez expliquer comment ça va se passer, la pénibilité? Alors justement, sur la carrière longue, vous savez expliquer? Sur l'emploi des seniors, vous savez expliquer? C'est-à-dire que c'est un texte de loi où il y a des trous complets sur des questions dont le gouvernement nous dit depuis 2 ans et demi, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Vous avez des négociations, des discussions en tout cas actuellement avec la ministre du Travail sur la pénibilité, l'emploi des seniors. Je vous donne l'issue de ces discussions, parce que négociation, il n'y en a pas. L'issue de ces discussions, c'est on verra après. Mais vous inquiétez pas. Elle ne vous dit rien, Muriel Pénicaud? Pendant ces discussions, rien? Si elle nous disait quelque chose, vous le sauriez, parce que vous avez remarqué qu'elle communique d'abord à la presse, vous voyez, avant de communiquer sur le chiffrage de cette réforme. Il y a des bribes, j'ai vu que certains journalistes avaient récupéré quelques feuillets. Combien ça coûte? Où on va prendre l'argent pour financer ces choses-là? Alors vous le dites, Philippe Martinez, on va devoir travailler plus longtemps. Alors non, c'est le Premier ministre qui le dit. Oui, mais... Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais d'accord. Vous le dites, on devrait travailler plus longtemps dans le cadre de ce texte. Sur 2 sujets essentiels, fin de carrière et pénibilité, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Qu'est-ce que vous allez proposer? Pas qu'est-ce que vous allez proposer, qu'est-ce que vous avez proposé? Alors qu'est-ce que vous rappelez-nous ce que vous proposez? Nous proposons premièrement de réintégrer les 4 critères de pénibilité qui ont été supprimés dès l'arrivée de ce gouvernement, notamment les charges lourdes, les produits dangereux, etc. Et puis d'en rajouter, parce que moi je pense Lesquels? La question du stress au travail. On sort d'un procès France Télécom où vous avez vu les dégâts que font les réorganisations d'entreprises. Comment ça s'est pris en compte? Et puis nous proposons qu'on ait une vraie réflexion sur le travail. Pourquoi de plus en plus de salariés, quelles que soient les professions, qui aiment leur travail, qui sont attachés à leur travail, se sentent mal au travail? Ça mérite qu'on ait une réflexion là-dessus. Donc voilà des sujets sur lesquels on nous dit mais non, mais vous inquiétez pas, on va y penser, on va voir. Sur l'emploi des seniors, il y a eu un rapport de fait très rapidement par la patronne d'un très grand groupe de restauration. Donc elle a du parti pris. Nous disons pourquoi dans les grands groupes, notamment dans les plus grands groupes, pas dans les PME, il y a des plans de départ volontaires, on les appelle comme ça, où les premiers visés, c'est les plus de 55 ans. Faisons un bilan. Pourquoi on les vire? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour faire des économies. Parce que tout le monde sait qu'à 55, 56 ans, on est un peu mieux payé qu'en début de carrière. Parce qu'on veut casser les cultures d'entreprise. Et ça a des conséquences. Donc pourquoi nous faire travailler jusqu'à 64, 65, 67 ans, alors que 1 sur 2 aujourd'hui n'a plus d'emploi après 55 ans? Voilà des questions que nous posons, et nous proposons de les maintenir au boulot, à condition qu'évidemment l'intérêt pour le travail soit toujours là. Et puis ça fait des cotisations en plus, parce que vous le savez, quand on touche son salaire, il y a des colonnes à côté qui s'appellent cotisations sociales, salariés employeurs, qui financent la sécurité sociale et les retraites. Alors, vous voyez, nos explications, elles sont simples, elles sont claires, tout le monde comprend. On a le droit de ne pas être d'accord, mais nous, ce qu'on dit, c'est compréhensible. Par contre, au niveau du gouvernement, j'allais dire, comme on dit un peu trivialement, il faut ramer pour comprendre ce qu'ils disent. C'est ce qui a manqué à cette réforme, la clarté, l'intelligibilité? Mais c'est pas la clarté, c'est que quand on ne veut pas dire les choses, on tourne autour du pot. Ouais, c'est populaire, ça. C'est comme ça que le perçoivent moi tous ceux que je croise.
Et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas dire? Ils ne veulent pas dire qu'on va travailler beaucoup plus longtemps et qu'on va diminuer les pensions. Parce que pour avoir une carrière complète avec une pension digne de ce nom, même pour les fameux 1 000 € dont ils parlent, il faudra avoir une carrière complète. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière complète? Alors justement, cette question du financement, de combien ça va coûter, ça sera discuté lors d'une conférence de financement. On n'a pas la date, vous l'avez? On n'a rien du tout. Mais je dois rencontrer le monsieur qui va s'en occuper lundi prochain. J'espère qu'il m'amènera des explications. Est-ce que vous irez à cette conférence de financement? On est en train d'en discuter en interne à la CGT, parce que je vous dis, c'est démocratique. Chez nous, on prend les décisions collectivement. Sauf que nous avons dit... Vous voyez, ça, c'est aussi j'entendais le Premier ministre dire on est honnête, on a des discussions franches. La CGT, j'étais dans la délégation, rencontre le Premier ministre le vendredi, il y a 15 jours. Je lui dis, mais il faut tout mettre sur la table. Notre projet, votre projet, comment on finance? Il me dit, c'est une bonne idée. Je dis, on pourra même emmener des experts indépendants, évidemment des experts proches de nous qui ne sont pas à la CGT, mais qui ont les mêmes idées que nous. Il me dit, ça c'est une très bonne idée, je pense qu'on va faire ça. Le lendemain, on reçoit un courrier qui nous dit, pas question de parler de ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est-à-dire des ressources financières pour la protection sociale en matière d'augmentation des salaires. Pas de hausse de cotisation et pas de baisse des pensions, mais ça, vous êtes plutôt d'accord? Non, c'est pas hausse de cotisation, c'est hausse des salaires. Hausse des salaires, parce que je vous le redis, c'est bien de faire un peu d'information. Quand on augmente les salaires, ça augmente le pouvoir d'achat, mais en même temps, ça donne des cotisations. Mais donc, sur cette conférence de financement, pourquoi ne pas y aller? Est-ce que je vous ai dit que... Non, mais pourquoi ne pas dire dès aujourd'hui, oui, on ira discuter, vous demandez de la discussion. Je vous ai dit qu'on consulte nos organisations, on va voir le monsieur qui doit gérer on va voir quelle solution il propose et quelle méthode il propose, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on donne une mission à quelqu'un... Le secrétaire d'État à la réforme des retraites. Non, c'est l'ancien président de la GIRC, Larco. L'ancien président de la GIRC, qui va gérer cette conférence de financement. Je suis désolé qu'il ne m'en veuille pas, j'ai oublié son nom. Mais qu'on comprenne bien, vous dites, vous discutez, on discute entre nous pour savoir si on va y aller ou pas. Qu'est-ce qui va vous décider à y aller ou pas? Et pourquoi vous n'iriez pas? Pourquoi mener la politique de la chaise vide sur cette conférence de financement? Vous savez, restons simples. Je vous propose une réunion où je vous dis on peut parler de tout sauf de ça, de ça, de ça, de ça. Vous allez me dire c'est pas un vrai débat puisqu'il y a des sujets interdits. C'est ça qui nous fait réfléchir. C'est ça qui nous fait réfléchir. Et puis c'est la mauvaise foi du Premier ministre. Puisque, je vous le répète, nous allons le voir, parce que nous allons discuter. On nous dit, c'est une bonne idée de pouvoir discuter de tout, et puis parce qu'on est vraiment projet contre projet. Vous voyez, c'est ça le débat démocratique. Et on nous dit oui le vendredi, et le lendemain on nous écrit pour nous dire pas question. Quelle est la loyauté du dialogue? Quand on regarde ce conflit, on voit la CGT dans la rue. Oui, mais qui dit non. Pas que, mais qui dit non. Donc non. Et on a l'impression qu'on a deux CGT. On a l'impression qu'on a deux CGT. Une CGT qui, sur les mouvements nationaux, est campée sur des principes et dit non à tout. Et puis une CGT qui, dans les entreprises, signe des accords. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage? Premièrement, j'adore les caricatures, mais point trop n'en faut. La CGT, elle dit non à cette réforme, et vous avez compris que nous avons de nombreuses propositions. On peut en discuter, je peux vous expliquer encore sur des tas de sujets ce que nous proposons. Donc c'est non au projet du gouvernement, oui à l'amélioration du système actuel. Ça, c'est la première chose. Et puis les négociations, elles se font à tous les niveaux. Elles se font à tous les niveaux. Dans une entreprise, parce que peut-être que les sujets... par exemple, dans une entreprise privée, quand il y a une négociation sur l'augmentation des salaires, j'allais dire, le responsable, il est en face de vous. Donc parfois... Il suffit d'écrire un tract pour dire si vous ne lâchez pas des augmentations de salaire, on fait grève demain. En général, ça se règle tout de suite. Évidemment, face à un gouvernement intransigeant qui méprise le peuple, et pas que cette année, on se rappelle de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, eh bien, forcément, les gens disent ouais, mais ils sont loin de nous. Ils sont loin de nous. Alors, il y a de la défiance vis-à-vis du politique, mais en même temps, le responsable du problème, il est très loin. Donc, il n'y a pas deux CGT? Mais il y a eu des scissions, mais c'était avant-guerre, cher monsieur.
Ça sera le mot de la fin du coup. Merci beaucoup Philippe Martinez. Merci à vous. On arrive au bout du temps. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Demain à votre place ce sera Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Merci Patrice. Il y a aussi des problèmes avec les avocats. Exactement, on en parlera avec elle. Ils ne sont pas à la CGT d'ailleurs. Merci Philippe Martinez. On va tout de suite passer au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de la PMA pour toutes. Elle a été adoptée cette nuit au Sénat. Et puis, on posera cette question. Nos villes sont-elles bien gérées? La réponse est dans le point. Cette semaine, qui publie le palmarès des villes les mieux gérées. On en débattra. Mais d'abord, comme tous les jours à 7h06, c'est l'heure de notre reportage en région. Nous suivons de près la campagne des municipales. Et aujourd'hui, nous sommes en Ardèche. Audrey Vuetaz et Romane Boudier sont allés à la rencontre de celui qui pourrait devenir le plus jeune maire de France. Il s'appelle Hugo Biolay, il a 18 ans, il est candidat à la mairie de Vinzieux. C'est une commune de 450 habitants en Ardèche. On va regarder son portrait. Nous sommes au nord de l'Ardèche et vous apercevez le village de Vinzieux, 450 habitants. C'est dans les communes rurales comme celle-ci que les maires ont du mal à trouver leur successeur. C'est pas le cas ici parce que Hugo Biolay, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez? Exactement, dans ce magnifique village dans lequel j'ai grandi. Vous avez 18 ans, c'est très jeune. Pourquoi démarrer aussitôt? Je me suis pas vraiment posé la question de mon âge, mais simplement celle de ma motivation. La politique, est-ce que c'est une affaire de famille? Vos parents font de la politique? Alors, ma mère est dans le conseil actuel, mais en fait, ça vient pas vraiment de là, ça vient plutôt de stages que j'ai fait avant. J'ai réussi à compléter ma liste, ce qui est complète désormais là. Oui, complète. Hugo, on est avec quelqu'un qui est important pour vous? Oui, alors c'est Christian Dumas, il est directeur de cabinet à la mairie d'Annonay. C'est avec lui que j'ai fait un stage il y a quelques années, 2017. En fait, il m'a montré tout simplement comment aller sur le terrain et comment se préoccuper aussi de la vie des habitants, un petit peu ce qu'était le travail que peut être celui d'un maire. Ce que je trouve vraiment extraordinaire chez toi, c'est le goût des autres. Le maire, c'est celui dont tout le monde a le numéro de téléphone et en cas de problème, effectivement, on peut l'appeler à toute heure du jour ou de la nuit. En tout cas, je sais qu'Hugo sera disponible. On arrive dans un lieu qui compte pour votre programme de campagne. C'est là qu'on va pouvoir accueillir des artistes qui voudraient venir, notamment l'été, en juillet, moment où j'ai envie de dynamiser le village. Où là, on donne une identité aussi au village, une identité qui sera forcément positive et qui peut-être pourra faire donner envie à des commerces de s'installer, je l'espère. Vous tractez, pourtant vous êtes la seule liste, pourquoi? J'ai vraiment envie que tout le monde puisse participer en fait, et puisse poser ses questions, proposer ses idées. Bonjour, c'est très bien, bravo. Pourquoi vous trouvez que c'est très bien? Alors, en tant qu'ancien élu, il y a déjà assez longtemps, c'était un autre temps, pendant 18 ans, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas assez de jeunes qui s'engagent dans cette expédition merveilleuse. 18 ans, est-ce que c'est trop jeune ou pas? Je pense qu'à cet âge-là, on est quand même dépouillé de toute contrainte, conditionnement qu'on peut avoir au fil du temps et des âges. Mais ça va être laborieux. Pour l'instant, la liste d'Hugo Biolay est la seule pour la commune, même si la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 février. Vous pourriez devenir le plus jeune maire de France, ça vous fait peur? Non, ça me fait pas plus peur que ça, parce que la peur, c'est un sentiment qui nous bloque, alors que moi, j'essaie plutôt d'aller vers l'avant et de m'y préparer au mieux. Est-ce que vous savez à quoi vous attendre? On se jette forcément dans l'inconnu, mais je vais voir auprès des élus actuels pour quand même m'y préparer au mieux. Le maire actuel, il est absent aujourd'hui, il ne se représente pas, c'est ça? Non, il ne se représente pas. Après, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois pour que, si tout se passe bien, il puisse y avoir un passage du flambeau, si j'ose le terme. Hugo, on se retrouve ici devant Sciences Po parce que vous êtes aussi étudiant. Ce qui est très bien avec Sciences Po, c'est qu'on privilégie les compétences, la vie associative, la vie autour des cours aussi. Est-ce que vous allez rester étudiant si vous êtes élu maire?
j'espère pouvoir garder les deux. J'ai déjà parlé avec l'administration pour cela et ils le font déjà par exemple avec des étudiants artistes de haut niveau ou sportifs de haut niveau et là dans un autre cadre ça y rentre très bien aussi. Un maire encore étudiant, c'est peu commun, surtout quand on sait que la moyenne d'âge des maires en France est de 62 ans. Voilà pour ce reportage, le dernier de notre série en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces reportages sont bien sûr à retrouver sur notre site internet publicsénat.fr et la semaine prochaine, nous suivrons la campagne des municipales dans le sud-est. On sera notamment à Nice, à Mandelieu et à Fréjus. On va commencer ce club. Bonjour messieurs, bonjour Sébastien Fournier, Thierry Dupont, Jérôme Cordelier. Bonjour. Rebonjour Steve. On a vu ce très jeune candidat, Hugo Biolay, il a seulement 18 ans et il veut s'engager dans sa commune de 450 habitants. Finalement, maire, ça attire même les plus jeunes. Ah, il y en a, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Des jeunes veulent s'engager, pourtant ils sont quand même pas nombreux. On le voit, il y a quand même beaucoup de communes aujourd'hui où les maires ont décidé de ne pas se représenter, où il n'y a pas de candidats. Il n'y a pas de candidats, on recherche des candidats désespérément. Et on peut le comprendre. Enfin, quand on écoute les élus, les maires, ils sont aujourd'hui dans une situation, il y a un contexte social quand même qui est assez dégradé. Ils sont à portée d'engueulade, comme ils disent, quotidiennement. Ils se plaignent de ne pas avoir suffisamment de moyens pour assurer leur mission, leur mandat. Et puis, parfois, parce que ça se complique, en effet, ils ont des difficultés à concilier la vie de famille, la vie professionnelle, la vie politique. Donc on peut comprendre à quel point, chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes, que ça devient compliqué aujourd'hui de s'engager localement. Jérôme, alors, non, mais c'était pour ça que Sébastien Lecornu avait fait sa loi engagement et proximité. C'était pour redonner un peu de souffle et d'envie à cette fonction. Alors, la loi a tout juste été votée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait un impact flagrant en 2020, mais on verra pour les prochaines fois. Ouais. Jérôme ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on publie cette semaine là, un palmarès des villes, les villes les mieux gérées de France avec l'IFRAP. Mais ne dévoilez pas tout de suite, Jérôme. Bien sûr, non, mais je vous dis juste, ce qui est intéressant, puisqu'on parle de l'âge, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de villes qui sont très bien classées dans ce palmarès et qui ont des maires d'expérience, voire même âgés. Et donc, vous voyez des villes comme Colmar, Colombes, Issy-les-Moulineaux, ont des maires qui sont presque octogénaires et qui vont se représenter et qui sont à la tête des communes les mieux gérées de France, quoi. Donc vous voyez que le jeunisme a aussi parfois ses limites. On va parler de ce palmarès dans quelques instants, mais pour rester sur cet engagement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce blues des maires, de cette crise de vocation. Il y avait une inquiétude encore il y a quelques mois sur des communes qui se retrouveraient sans candidat. Alors ça a déjà été le cas en 2014, ça sera sûrement encore le cas, mais est-ce qu'à l'approche de l'élection, on est à moins de 2 mois, finalement, la vocation, elle a pris le pas sur ce découragement? Oui, enfin moi je note surtout, je ne sais pas si vous le notez aussi, c'est qu'on est aussi dans un climat, je le disais tout à l'heure, un climat très particulier. Et là on le voit, on est en début de campagne, elle a commencé toutefois, je sais pas. Mais bon, elle est un peu à tonne cette campagne. On sent des Français qui en ont ras-le-bol. Il y a eu les gilets jaunes, bon bien sûr il y a eu les grèves récemment, mais si vous voulez, on sent globalement, si vous voulez, qu'il n'y a pas les conditions vraiment bien réunies pour qu'il y ait un engagement, qu'on y aille vraiment. C'est compliqué en ce moment. C'est ce que je note. Je ne sais pas si vous le. Oui, c'est vrai que le mouvement social a un peu écrasé pour l'instant la campagne municipale. On le voit en région, mais également dans les grandes villes. Oui. À Paris, la campagne vient à peine vraiment de commencer. Donc, il fallait attendre aussi que les maires en place se déclarent leur candidature. Ils ont intérêt à faire une campagne la plus courte possible. Certains ne l'ont pas encore fait d'ailleurs. Donc, certains ne l'ont pas fait, et donc il fallait que ça commence. Donc maintenant, ça va commencer. Doucement, on s'est échauffé, mais on va rentrer dans le vif assez vite. Et ça va être passionnant d'ailleurs. Et on suivra bien sûr tout ça. Allez, on va parler de votre palmarès, Jérôme, puisque vous en avez dévoilé un petit peu. Vos villes sont-elles bien gérées? Eh bien, si vous habitez dans l'une des 80 plus grandes villes de France, la réponse est dans Le Point. Cette semaine, l'hebdomadaire qui publie une étude de la Fondation IFRAP qui a étudié les budgets de plusieurs villes. Avant d'en parler, on va regarder les grands enseignements avec Jérôme Rabier. Pour distinguer les bons et les mauvais gestionnaires, l'IFRAP a épluché les comptes des grandes villes françaises. Et pour la Fondation, une bonne élève, c'est une ville qui investit tout en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement et son niveau de dette sans augmenter sa fiscalité. Meilleure note du classement global, la ville alsacienne de Colmar et son maire Gilbert Meyer
qui briguera un 5e mandat en mars prochain. Selon l'IFRAP, il réussit le tour de force d'investir 40% de plus que les villes de taille semblable, tout en baissant la dette par habitant. Autres villes saluées pour leur bonne gestion, Villeurbanne, Boulogne-Billancourt, Colombes ou encore Versailles. En revanche, en queue de classement, l'IFRAP étrille la situation de Nice, Marseille, Grenoble ou encore Tours. Dans le cas de Nice, dirigé par Christian Estrosi, si l'IFRAP reconnaît que des investissements lourds comme la construction d'une ligne de tramway impactent forcément le bilan financier, d'autres villes parviennent à le faire tout en maîtrisant leur budget, ce qui n'est pas le cas de la capitale azuréenne où tout est à la hausse, des dépenses de fonctionnement aux impôts en passant par la dette par habitant. Jérôme Cordelier, c'est donc Le Point qui publie ce palmarès cette semaine. Juste avant d'en parler, pourquoi vous avez décidé de publier ce palmarès à 2 mois des municipales? Alors, c'est un palmarès de l'IFRAP, la fondation qui est dirigée par Agnès Verdier-Molinier, et donc qui a fait ce palmarès, qui est un palmarès financier purement factuel. Et c'est vrai que nous, on a décidé, parce que vous savez, nous, on est un peu quand même le magazine national des villes. On fait des éditions locales depuis 20 ans maintenant, donc je m'occupe. Et donc, on a des décrochages comme ça locaux. Donc, ce sont des villes qu'on suit depuis 20 ans avec des numéros que l'on fait régulièrement. Et donc, voilà, il paraissait normal que maintenant, on rentre un peu... Parce que, il y a beaucoup de classements sur l'attractivité, la qualité de vie. On en a fait aussi, le nombre d'étudiants, enfin, les choses comme ça. Mais là, on est un peu dans le sujet qui fâche. Et en même temps, avec un besoin d'information importante à l'approche des municipales. C'est quand même important de savoir, c'est pas évidemment le critère, le seul critère qu'on doit retenir sur une ville, mais c'est quand même important de savoir si une personne qui est à la tête et qu'on va sans doute réélire est un bon ou un mauvais gestionnaire. Et c'est là où, alors évidemment, le palmarès, comme tous les palmarès, est sujet déjà à polémique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, parce que Agnès Verdier-Molinier et son équipe, évidemment, ils rentrent un peu dans le dur du sujet. Mais ils ont fait un travail très, très, très factuel, très financier. Ils ont surtout plongé un peu dans le maquis des comptes. Et c'est ça où on voit qu'il y a quand même un petit problème en France, c'est-à-dire qu'avec l'enchevêtrement, et là je parle sous le contrôle de Sébastien Fournier et de Thierry aussi, mais avec l'enchevêtrement des collectivités, on ne sait plus trop qui fait quoi. Et puis ce que relève Agnès Verdier-Molinier, c'est qu'il y a aussi les fameux budgets annexes. Donc il y a beaucoup de dépenses d'investissement qui sont en fait un peu masquées dans des budgets annexes qui apparaissent pas forcément dans les budgets des collectivités. Alors après, à contrario, de la part des collectivités, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités, Nice par exemple, dont vous faites écho, a pris en charge beaucoup de services publics, c'est-à-dire ils s'occupent de l'eau, du traitement des déchets. À Nice, vous avez une cuisine centrale par exemple qui s'occupe des cantines scolaires. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les dépenses, évidemment, parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Et dernier point, j'arrête. Après, mais on vous redonne la parole après. Ce qui est important surtout, et ce que pointe l'IFRAP, c'est l'importance de la dette. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont fortement endettées. Et alors évidemment, il y a la bonne et la mauvaise dette. Par exemple, à Nice, pour reprendre ce cas, quand vous faites un tramway, vous investissez pour 100 ans. Donc évidemment, c'est important, c'est un équipement structurant. Et c'est vrai que Christian Estrosi a complètement chamboulé sa ville, changé sa ville, transformé sa ville. Il en a fait une métropole régionale, ce qu'elle n'était pas avant. Et donc, mais le poids de la dette est quand même très important et surtout risque de grever les investissements. On va laisser réagir Sébastien, Jérôme. Non mais c'est intéressant, c'est bien, je trouve, de faire, c'est bon pour la démocratie que de voir un peu comment aujourd'hui sont gérées les communes, nos communes. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est vrai que l'exercice est toujours très compliqué dans ces classements parce que il y a une situation locale. Et les choses ne sont pas toujours très comparables. On ne peut pas comparer Nice avec Bordeaux, on ne peut pas comparer Nice avec Brest. Enfin bon, on peut prendre d'autres exemples, donc c'est très compliqué. Qui plus est, il y a aussi la question très compliquée des communes, des intercommunalités. Donc on a des comptes qui sont consolidés. Donc il faut un peu regarder l'ensemble. On ne peut pas prendre les villes séparément des intercommunalités. Et dernière chose, l'endettement. Mais Jérôme l'a dit, l'endettement, c'est pas une mauvaise chose, l'endettement. Il faut quand même rappeler aussi une chose essentielle, c'est que les communes sont à l'équilibre, leurs comptes sont à l'équilibre. Elles ne peuvent pas être en déficit. Alors, en même temps, ce qui est important, il y a un des enseignements qu'on retient, c'est que d'abord,
l'information manque. Ça, c'est pas normal, c'est de l'argent public quand même. Il y a mais une elle espèce existe, d'opacité. Elle existe. Non, mais elle est un peu diluée, quoi. C'est-à-dire, il faut être quand même... je veux dire, l'IFRAP, ils ont fait un travail de fourmi, voire de bénédictin, pour retrouver et surtout remettre en perspective les différents chiffres. Et ensuite, vous parlez de la comparaison des collectivités. Alors nous, on s'est autorisé une petite audace dans ce palmarès, ce qui met en colère Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint chargé des finances à la mairie de Paris, c'est qu'on a placé Paris dans le classement des très grandes villes. Alors évidemment, on va comparer Paris à Marseille, Lyon, mais aussi à Reims, par exemple. Mais on se dit, pourquoi pas, après tout, sur des critères de gestion, pourquoi ne pas essayer d'appréhender la gestion de Paris, comme on l'a fait pour d'autres villes, et que Paris, alors parce que Emmanuel Grégoire nous répond, oui, mais nous, Paris, on se compare à Berlin, Londres, Milan, enfin ils veulent voilà. se comparer aux autres capitales européennes. Voilà, et pas aux mais villes françaises. sur un critère de gestion, c'est un petit peu audacieux, je vous le concède, mais pourquoi ne pas comparer Paris à d'autres métropoles? C'est quand même compliqué parce qu'il y a quand même des charges de centralité, c'est la capitale, il y a plein de choses qui se passent à Paris. Mais bon, bien sûr, mais on arrive à le faire, mais malheureusement Paris est mal classé du coup. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très contents. Ce qui est intéressant, c'est de la remunicipalisation de certains. On va laisser. Enfin, pardon. Oui. Thierry, il n'a pas encore parlé de ce sujet. Ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi les préoccupations des électeurs, les finances, la bonne gestion, elle ne paraît pas très haut. Je pense qu'en fait, c'est d'abord la sécurité, c'est d'abord l'environnement, c'est parfois le logement, les transports. Et en fait, le seul critère qui vaut pour les électeurs, c'est de savoir si les impôts locaux augmentent ou pas. Et c'est quand même ça. Et c'est vrai qu'il y a eu plutôt des efforts faits, y compris à Paris, puisque la maire de Paris a choisi plutôt d'augmenter la dette et d'utiliser la dette plutôt que d'augmenter les impôts locaux. Mais j'ai perdu le fil. Ce qui me paraît intéressant, c'est que l'État justement a voulu contractualiser avec les grandes villes pour justement les reprendre un peu au collet, pour les forcer à diminuer notamment toutes les charges de fonctionnement. Et donc, alors, ce fameux pacte de Cahors qui limite à 1,2% leurs dépenses de fonctionnement. Et alors on voit que quand même dans ce palmarès que beaucoup de maires gèrent leur ville comme des bons pères de famille, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même, par rapport à l'État, puisque vous parlez de l'État, on voit qu'il n'y a quand même pas de gabegie. Enfin, évidemment, si on regarde des situations particulières, il peut y en avoir, mais de manière globale. Une question qui est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'on constate une gestion d'un maire de droite, une gestion d'un maire de gauche? Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Alors, non. On ne peut pas dire ça. Alors évidemment, il y a des choix qui sont faits dans des investissements, mais de moins en moins, on peut voir colorer, vous savez. Puis alors en plus, les maires maintenant refusent un peu les tickets. Alors évidemment, vous avez... Mais il y a des cas qui sont intéressants. Par exemple, le fait, je termine là-dessus juste, mais le fait que Villeurbanne soit en tête des très grandes villes de France, c'est quand même intéressant. Lyon, par exemple, n'arrive qu'en 4e position. Bon, Jean-Paul Brett à Villeurbanne, ça fait longtemps qu'il fait des investissements comme ça, très importants. Il a fait de sa ville une ville à la fois mixte socialement et puis et qui n'est pas comme c'est une très grande ville en périphérie de Lyon, quoi. Et donc c'est pas mal. Il y a quelques années, il y a eu une crise dans les collectivités locales à cause de ce qu'on appelait les emprunts toxiques. On en a depuis. On en voit la trace dans beaucoup. On en voit la trace, mais du coup, comme les taux sont très bas aujourd'hui, beaucoup de maires recourent à l'endettement. Il ne faudrait pas que les taux remontent, parce que là, ça pourrait mal se passer. Une des explications de la mauvaise passe de Tours, ce sont les emprunts toxiques, par exemple. Sur le cas de Villeurbanne profite aussi de l'attractivité de Lyon. Donc c'est pour ça que ça remet dans un contexte local. Donc bien sûr. C'est pour ça très difficile de comparer Villeurbanne et Lyon, par exemple. Oui, mais enfin, on peut comparer d'un point de vue financier. Absolument. Mais c'est pour ça qu'on dit que le palmarès n'est pas uniquement l'alpha et l'oméga. Mais Lyon a des charges de centralité bien plus importantes. Bien sûr. Voilà, oui, en tout cas, on peut comparer tout. Bien sûr. Ça fait débat, ce palmarès, et c'est à lire cette semaine dans Le Point. Jérôme Cordelier, et on va se rendre dans une rédaction locale. Comme tous les jours, on va aller à Marseille retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guilhem Ricavi, directeur des rédactions de la Provence. Merci d'être avec nous en direct ce matin. On commence, Guilhem, avec cette interview dans les colonnes de la Provence ce matin, l'interview du bâtonnier de Marseille sur la colère des avocats contre la réforme des retraites. Oui, effectivement, le bâtonnier de Marseille, Yann Arnoux,
Polac est très très remonté, très en colère, à l'image d'ailleurs de son barreau. Les quelques 2000 avocats du barreau de Marseille sont tous mobilisés, quasiment 100% de mobilisation contre cette réforme des retraites pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle met à mal un système autonome de la caisse de retraite des avocats, et puis également parce qu'il y a le sentiment dans cette profession d'être un petit peu les sacrifiés de cette réforme, avec des cotisations qui vont doubler de 14 à 28%, ce qui est, au dire du représentant de ce barreau de Marseille, est inacceptable, et qui, du coup, avec ses confrères avocats, a organisé la mobilisation, que ce soit avec des demandes massives de renvoi de dossiers ou de demandes de remise en liberté. Le but, c'est bien évidemment d'engorger les tribunaux pour se faire entendre. Il le dit aussi dans nos colonnes de la Provence ce matin, le mouvement risque d'aller plus fort si les discussions qui doivent avoir lieu demain entre les représentants nationaux des avocats et Édouard Philippe n'aboutissent pas à quelque chose qui les satisferait pour sortir d'une impasse. Voilà pour cette interview du bâtonnier de Marseille qui est donc à lire dans les colonnes de la Provence. Et bien sûr, Guilhem, on a envie de faire un petit point avec vous sur la campagne des municipales à Marseille. Vous avez publié un sondage il y a quelques jours qui donne Martine Vassal, candidate des Républicains, et Stéphane Ravier pour le Rassemblement national en tête. Qu'est-ce qu'il en est de la campagne à Marseille ? Effectivement, la campagne a 2 mois de ce second tour des municipales et quelques jours, vous le disiez, après la publication de ce premier sondage dans les colonnes de la Provence, cette campagne s'accélère ces jours-ci. On le voit tous les jours avec des annonces, en tout cas des prises dans chaque camp, des annonces de candidats sur chaque liste. Une des candidatures notables, par exemple, c'est le comédien Moussa Maskri, qui a été choisi par Martine Vassal pour être tête de liste dans les 15e et 16e arrondissements, des quartiers très populaires. Dans le même temps, Lisette Narducci, qui est l'actuelle maire des 2e et 3e arrondissements, à 2 pas du Vieux-Port, a intégré l'équipe de Bruno Gilles, le candidat de droite dissident à Marseille face à Martine Vassal. Et puis on a eu un cas, on en parle d'ailleurs dans la Provence ce matin, de Ludovic Pernet, qui est une figure montante des Républicains à Marseille, un proche du président de la région sud, Renaud Muselier. C'est Ludovic Pernet qui lui aussi a annoncé son ralliement à Bruno Gilles pour ces municipales. Signe aussi d'une accélération de la campagne. On assiste ces jours-ci à des rapprochements parfois inattendus. Figurez-vous qu'en début de semaine, Sébastien Barle, le candidat Europe Écologie Les Verts, crédité de 14% dans notre enquête d'opinion, s'est affiché avec Samia Ghali, la sénatrice des quartiers nord de Marseille, ancienne PS, et les deux ont montré, ils l'ont dit d'ailleurs, qu'ils avaient envie de discuter et de se rapprocher. Vous vous doutez bien que cette sortie commune sur les marches de la gare Saint-Charles à Marseille a beaucoup fait parler, notamment parce que Sébastien Barle avait jusqu'alors refusé tout rapprochement avec la liste du printemps marseillais, la liste de la gauche unie qui se présente au municipal à Marseille. Et voilà, il y a toujours de l'agitation dans la campagne à Marseille. Vous viendrez bien sûr nous en parler toutes les semaines. Guilhem, avant de se quitter, on va regarder la une de la Provence. Peur du virus chinois, on se calme. C'est à la une de votre journal. Merci Guilhem d'avoir été avec nous en direct de Marseille. Merci, très bonne journée. On vous retrouve jeudi prochain. Très bonne journée à vous. Un petit mot rapide sur la campagne à Marseille, Thierry Dupont. On n'est jamais déçu avec la campagne à Marseille. C'est toujours... Le problème, c'est quand même la ville, là, elle est quand même à la croisée des chemins. Elle a pris beaucoup de retard par rapport aux autres grandes métropoles françaises. Il faut vraiment que la ville soit conduite avec au moins avec un axe clair, une vision. Alors, je ne sais pas qui sortira vainqueur des municipales, mais en tout cas, il ou elle aura vraiment beaucoup à faire. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. On va terminer ce club avec l'actualité du Sénat, qui examine la loi bioéthique. Et pour le moment, c'est la PMA pour toutes qui occupe les débats. On va voir ça avec Steve Jourdain. Et Steve, après les députés, c'est donc les sénateurs cette nuit qui ont donné leur feu vert à la PMA pour toutes, mais c'est un feu vert qui dépasse et qui transcende les clivages politiques traditionnels. Complètement. La droite, c'est la famille, la nature, la gauche, c'est la solidarité. Oubliez ce clivage traditionnel, Oriane. On est peut-être finalement entré cette semaine dans le nouveau monde à l'occasion du débat sur la PMA au Sénat. J'exagère à peine. Le Sénat n'a donc pas adopté les amendements de suppression de droite, de gauche et même de la République En Marche visant l'article 1. Article 1 qui est l'article phare du projet de loi bioéthique et qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Les groupes politiques avaient laissé la liberté de vote à leurs membres et ça s'est vu.
question. La République En Marche, combien de divisions? On a pu constater en tout cas plusieurs positions très tranchées sur le projet de loi du gouvernement. Le sénateur Alain Richard, ancien ministre de la Défense, Lionel Jospin, ancien membre du PSU, puis du Parti Socialiste, il s'est exprimé contre et il a mis les formes. Écoutez. Moi, j'ai voté pour le mariage entre personnes de même sexe parce que je croyais utile, nécessaire de reconnaître socialement l'existence d'autres couples, mais je ne crois pas pouvoir voter sur une évolution beaucoup plus profonde de l'évolution du genre humain, sur lequel, je crois, la raison doit nous retenir. Voilà, ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est que des sénateurs du parti présidentiel ont amplement applaudi cette sortie contre l'article phare du projet de loi du gouvernement, Oriane. Voilà pour La République En Marche. Et à droite, Steve, on est bien loin de l'union sacrée. Oui, à droite, on peut grosso modo distinguer deux lignes incarnées par les deux grands personnages de la droite sénatoriale. D'un côté, Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat. De l'autre, Gérard Larcher, le président du Sénat. La ligne conservatrice de Bruno Retailleau, c'est cette ligne qui trouve un écho chez les militants de la Manif pour tous. C'est aussi la ligne du député européen François-Xavier Bellamy, qui était présent dimanche dernier à la manif parisienne anti-PMA. Alors au Sénat, lorsque Bruno Retailleau est monté à la tribune, silence dans l'hémicycle. Écoutez. C'est un choc entre deux modèles. Le modèle anglo-saxon ultralibéral qui se mondialise. Le modèle français, notre modèle, qui se banalise. L'approche française a toujours été dominée. Nous avons toujours, mes chers collègues, donné la première place à la dignité, qui, comme le Conseil d'État l'a écrit dans son avis, figure au frontispice de tout l'édifice juridique de la bioéthique. La dignité, c'est-à-dire la fragilité. La fragilité, donc, la fraternité. Voilà, division également au centre, Oriane. L'Union centriste a sans doute été le groupe le plus divisé sur la question de la PMA. Sur 51 sénateurs, 14 ont voté pour, 20 ont voté contre, 11 se sont abstenus. Droite Larcher, droite Retailleau, au moins deux droites, plusieurs centres, on l'a vu, et une gauche qui, en tout cas sur le terrain des valeurs, semble relativement unie, en tout cas au Sénat. Voilà ce qu'on peut retenir de cette première séquence de débat sur la PMA pour tout, Oriane. Eh bien, merci beaucoup, Steve. On le voit, on est au-delà des clivages traditionnels sur ce texte. Le Sénat a adopté cette nuit, Sénat majorité de droite, mais les partis sont divisés. Oui, mais c'est normal, parce que la société est divisée, les familles sont divisées, et c'est normal qu'on débatte de ce projet de loi. Et d'ailleurs, on n'en a pas suffisamment débattu, à la fois dans la société et à l'Assemblée nationale. Ça a été caricaturé des deux côtés. Et donc ça, je trouve que les débats, là, en tout cas les interventions que vous citez, sont quand même de haute tenue, quoi. Et le Sénat, une fois de plus, montre un peu son rôle de chambre, un peu où on va dans le fond des sujets et où on ne débat pas à coup d'invectives ou à coup de slogans, quoi. Et donc c'est bien, mais c'est parfaitement normal que sur un projet de loi comme celui-ci, il y ait des débats. Et voilà, il faudrait un peu plus de sérénité d'ailleurs dans ces débats. Et je trouve que à la fois Bruno Retailleau et Alain Richard, dans leurs interventions, montrent justement la sérénité avec des positions assez fermes, mais ils vont au fond des choses. Et ça, c'est quand même intéressant. Le Sénat, une fois de plus, se distingue par le côté chambre, voilà, où on s'exprime, où on va au fond des choses, au fond des dossiers, on fait des rapports parlementaires. Donc voilà. Thierry. Oui, on voit que la droite a évolué sur le sujet. Les questions sociétales, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour eux. Chez certains, notamment chez les plus jeunes, ils ne veulent pas revivre l'épisode 2012-2013 avec la Manif pour tous, qui conduit en partie, c'est pas la seule explication, mais à la victoire de François Fillon à la primaire et à cette droite étiquetée conservatrice. Et ils en veulent pour preuve le score de la liste de François-Xavier Bellamy aux européennes. Même si le pauvre n'est pas responsable des 8%, mais en tout cas, c'était lui quand même le chef de file. Et donc, ils ne veulent pas du tout revivre ce qu'ils ont vécu à l'époque. Et donc, ils ont beaucoup évolué là-dessus. Et je suis pas vraiment surpris de cette évolution, y compris au Sénat. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est effectivement la façon dont Bruno Retailleau tient son groupe. Plus directement, ne le tient moins bien qu'auparavant.
Pardon, Non, moi mais je suis Jean. pas d'accord. Enfin, je veux dire, pourquoi c'est une tenue de groupe? Enfin, je veux dire, au contraire, il laisse le vote. C'est une question de conscience, on est d'accord. Oui, mais Le c'est vote très est libre. important sur un sujet comme ça. On va pas faire une discipline de vote sur un sujet justement qui, c'est à chacun en son nom personnel d'exprimer sa Oui, mais position. dans les jeux de rapport de force au sein du Sénat. Oui, mais il faut admettre que dans Il y a certains une textes, discipline de groupe, quand même, on qui peut- se- non, mais qui dans s'observe. certains textes, on n'est plus dans le rapport de force politique. Hmm. Et là, C'est vrai qu'il l'a dit, ça c'est touche à très- l'intime et donc Bah, chacun c'est- a liberté de conscience. Et malheureusement, c'est ça, c'est que souvent, c'est sur ces sujets-là de bioéthique, et c'est pas le premier, on va en avoir beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a souvent, on est dans le rapport de force et dans les caricatures des positions des uns et des autres, des radicaux des deux camps. Et le problème, c'est que justement, il faut un débat apaisé sur ces questions qui engagent quand même l'avenir de beaucoup d'individus. Et moi, je comprends complètement qu'il n'y ait pas de discipline de vote sur ces questions-là. Hein. Oui, mais on aurait pu s'attendre à ce que sa vision soit dominante au sein du groupe. Ben, Même s'il n'y a pas de consigne de vote. Cette vision, elle est pas de, je sais pas, mais dans votre famille, je sais pas comment ça se passe, mais je connais pas dans une famille une vision dominante sur ces questions. Bon, certaines évidemment, mais donc et je trouve ça très sain qu'il n'y ait pas de vision dominante. Au Pour vous, ça contraire, révèle pas une ligne de fracture entre d'un côté la droite Larcher, de l'autre la droite Retailleau? On peut pas faire une généralité d'un texte qui touche à l'intime? Ben, on peut toujours, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça plutôt sain démocratiquement et presque mature. C'est quand même la vision d'une société mûre que il n'y ait pas que chacun soit comme un petit soldat sur ces questions. Et c'est en vrai qu'il y a plus- une évolution et- au sein du groupe de droite. Hein, Et parce en qu'il y a plus- encore un an, ils étaient quasiment 3/4 à s'opposer Et à en la plus, je PMA. pense- Hier, ils étaient et un peu plus de alors, la moitié. Si on peut parler de politique, je pense que Bruno Retailleau et Gérard Larcher ont un peu tiré les leçons de la caporalisation de ces questions, vous l'avez dit, par François Fillon et par instrumentalisation de ces questions et par Laurent Wauquiez, qui ont conduit la droite dans le mur. Alors si on peut faire de la politique politicienne, Oui. c'est très mauvais, puisqu'il y a beaucoup de gens de droite qui sont conservateurs et qui sont favorables à un progressisme important sur ces questions. Et au même titre qu'il y a des gens qui sont progressistes sur d'autres questions à droite et qui sont plus conservateurs sur ces questions. Si Donc vous me ça, permettez juste de faire un peu de politique, il y a quand même un souci pour la droite de ne pas paraître trop conservatrice pour pouvoir regagner une partie des électeurs qui sont partis chez Emmanuel Macron. Donc il y a quand même un enjeu politique, au-delà de la liberté de conscience et au-delà des enjeux sociétaux et presque humains, il y a quand même un enjeu politique derrière. Oui, mais à Allez, chaque on fois aura- que la droite a essayé de prendre, de faire la chape de plomb sur ces questions, elle a été dans le mur. Donc, il y On a aura aussi- l'occasion d'en reparler, puisque les 2 semaines encore, l'examen de ce texte au Sénat. On va regarder avant de terminer ce qui est à la une de vos quotidiens régionaux avec Steve. Et on commence, Steve, avec l'Indépendant qui fait sa une sur la tempête Gloria. Oui, l'Indépendant donc qui fait sa une sur ces flots en furie. La tempête a provoqué une très forte montée des eaux dans les Pyrénées-Orientales. 700 habitants ont dû être évacués dans la vallée de l'Agly. Une panne d'électricité géante a également touché cette même vallée. 23 000 foyers sont toujours privés d'électricité, Oriane. Et à la une de la Voix du Nord, les agriculteurs qui se mettent en mouvement. Et la Voix du Nord qui fait sa une sur la démonstration de force des agriculteurs, opération escargot et blocage du quartier de la préfecture de Lille. 500 tracteurs ont convergé hier vers la capitale régionale. En ligne de mire des agriculteurs, un arrêté sur les zones de non-traitement aux pesticides. En clair, un arrêté qui instaure des zones tampons sur lesquelles il est désormais interdit d'utiliser des pesticides. Pour la Voix du Nord, c'est la goutte d'eau. Le malaise est profond chez les agriculteurs, Oriane. Et des quotidiens régionaux qui s'inquiètent sur la France qui se prépare à faire face au virus chinois. L'inquiétude qui grandit un peu partout dans le monde. Le nouveau virus qui frappe actuellement la Chine a déjà fait 17 morts. Plus de 400 cas ont été recensés. Les transports ferroviaires et aériens ont même été suspendus ce jeudi au départ de Wuhan, la ville chinoise où est apparu le nouveau coronavirus. En France, Agnès Buzyn a affirmé que les risques étaient faibles, mais pas exclus. Les établissements de santé ont en tout cas été briefés sur les dispositifs de prise en charge des éventuels patients.
Et on va terminer sur une note un peu plus légère. C'est un casting pour trouver le prochain curé d'une commune. Oui, c'est beaucoup plus léger. Juigné des Moutiers, c'est une commune située dans l'ouest de la France, dans le département de Loire-Atlantique. Cette commune, Oriane, cherche désespérément un prêtre pour faire vivre son église. Le maire a même passé une annonce sur SOS Village, une annonce qui relance au passage le débat sur le respect de la laïcité. SOS Église en danger. Affaire à suivre. Voilà, merci beaucoup Steve. On va regarder vos unes, la une d'Objectif Métropole de France. Sébastien Fournet consacré aux centres commerciaux, mais peut-être en 20 secondes, puisque vous vous occupez de ces sujets. Les vœux de France urbaine hier, c'est les métropoles. En 20 secondes, le principal message de Jean-Luc Moudenc. Très critique envers le gouvernement, envers Emmanuel Macron. Ils attendaient le grand soir de la décentralisation pour eux, même si la réforme n'est pas encore pas du tout faite, pas encore votée. Pour eux, les choses sont pliées. Il n'y aura pas vraiment une réforme de décentralisation. Ils appellent même en 2022, pour le prochain quinquennat, à ce qu'il y ait là, cette fois-ci, une vraie réforme de la décentralisation. Donc très critique sur les aspects financiers également. Eh bien voilà, pour le message de Jean-Luc Moudenc. À la une de l'Express, c'est Marine Le Pen. Oui. La fin d'un plafond de verre, Thierry Dupont. Oui, parce que ça commence à trotter dans les têtes de tout le monde. Peut-elle gagner en 2022 avec la cristallisation de tous les des mouvements sociaux, des gilets jaunes, est-ce que tous les gens qui sont allés voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen en 2017, est-ce qu'ils le referont en 2022 ? Ça reste à confirmer. Et dans le point, on en a beaucoup parlé, ce palmarès des villes les mieux gérées. On va quand même voir votre une sur un tout autre sujet. Comment retrouver l'attention ? Oui, c'est passionnant. L'attention, c'est le mal du siècle. Voilà, c'est-à-dire le fait qu'on est chahuté par les écrans, on est éparpillé chacun dans nos vies, évidemment, puisqu'on est sollicité un peu partout. Et il y a quelques conseils précieux pour essayer de garder le cap. Et voilà, ces conseils sont à lire dans Le Point. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain. L'invité politique, c'est Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. On vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.